Donc on est un peu en retard, mais on va pouvoir démarrer. Donc nous accueillons aujourd'hui Francis Meillet, géologue, professeur émérite de géographie, de géologie, oulala, oh quel lapsus, de géologie, directeur de la Société géologique du Nord, et que donc on a entendu déjà de nombreuses reprises à l'UTL. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'actualité à plusieurs titres. Un, c'est quasiment, on entend parler en ce moment dans les médias de l'anniversaire des inondations dans le Pas-de-Calais. Et d'autre part, il y a eu récemment des inondations importantes en Espagne. Bon, ça ne va pas être le sujet aujourd'hui, mais globalement, le sujet des inondations est un sujet important. Sinon, par le passé, et vous avez parlé, sujet donc, qui est venu d'actualité l'année dernière, lors des inondations, il nous avait parlé des wateringues. Et j'avais d'ailleurs, on avait organisé ensemble une visite de l'UTL sur le terrain. Je pense qu'elle avait été appréciée. Donc, les gens qui ont entendu l'actualité l'année dernière étaient déjà un petit peu initiés à un certain nombre de sujets. Là, on va, je pense, revenir sur ces sujets-là. Francis Meillet, on l'a aussi beaucoup vu dans les médias au moment des inondations de l'année dernière, sur France 3. J'ai vu un article dans Le Monde d'ailleurs sur le sujet aussi, et puis dans d'autres. Voilà, donc. Moi, je ne vais pas être plus long, déjà qu'on a pris du retard, et laisser la parole à Francis. Merci François. Alors, vous avez eu le temps de lire la première diapo et de voir qu'effectivement, cette séance aujourd'hui, je l'ai un peu conçue un peu comme une synthèse depuis un an, parce que la première conférence, il est trop modeste, François, mais la première conférence sur les wateringues au mois de janvier, c'était déjà une commande de l'UTL via François. Donc, et puis la visite, on a trouvé que c'était utile d'aller sur le terrain ensemble, et effectivement, on en fera peut-être d'autres, j'espère bien. Mais, donc, aujourd'hui, on se situe dans la droite ligne de ça. Et depuis un an, il se trouve que j'ai été vraiment pas mal sollicité par divers types de médias, pas tous, heureusement, mais pour un peu expliquer, sous le regard du géologue, ce qui se passe. Et alors c'est vrai que mon constat aujourd'hui, c'est que, évidemment, de nombreux constats sont faits sur le plan social, sur le plan économique, et on réfléchit à des solutions techniques pour apporter des réponses à l'économie, éventuellement sociale, mais d'abord économique. On oublie une chose dans tout ça, c'est qu'on est dans un milieu naturel et qu'on fonctionne dans un milieu naturel qu'il faut mieux connaître, pour savoir comment il fonctionne et puis vivre avec. Et ce milieu naturel, il n'a pas été construit pour l'homme. L'homme est dedans, c'est un élément parmi d'autres, un vivant parmi d'autres. Vous pourrez trouver aussi des articles autour du même sujet sur les 2-3 dernières années dans la revue éditée par l'association ALEA. Vous tapez ALEA sur internet, alea.unif-lille, et vous allez tomber sur le site de l'association. Là, vous verrez, il y a différentes conférences et des conférences enregistrées en plus, et plus une revue. Didier fait également partie du bureau d'ALEA comme moi, et il est aussi rédacteur en chef de la revue Les Annales de la Société géologique du Nord. Donc on est là en force, mais je vous montre, en vous disant tout ça, c'est pas pour faire étalage, c'est juste pour vous montrer qu'on essaye absolument de regarder les choses transversalement et non pas en silo, administration par administration. On essaie de regarder les choses transversalement selon leur fonctionnement naturel. Alors, là je fais attention. Donc, cette carte, dont l'une des auteurs est ici dans la salle, cette carte a été réalisée par la Tyrène lorsque la Tyrène existait encore, et c'était, alors ça
ça doit nous faire réfléchir aujourd'hui, du point de vue méthode, pas du point de vue constat des effets ou constat de la technique ou amélioration technique, mais du point de vue de la méthode. Pourquoi? Cette carte-là, quand elle a été publiée, c'était un progrès. C'était un réel progrès. Arriver à définir, à essayer de définir, ça n'avait pas encore été fait comme ça, à l'échelle de la commune. Si une commune peut être classée en zone inondable ou non, c'était un progrès. L'ennui, c'est que ça a été un progrès technique, mais, désolé Marie-Claude, mais psychologiquement, les usagers à qui c'était destiné n'ont pas du tout, enfin très peu, l'ont apprécié. Et il est resté en mémoire, cette carte a eu un impact globalement assez négatif. Pourquoi? Pour une raison simple. D'abord, depuis ce temps-là, depuis qu'elle a été faite, cette carte, la technologie a progressé tellement vite, et notamment la technologie numérique, qu'on ne se rend plus compte. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer quel était l'état des outils à l'époque. On a du mal à s'en rappeler, sauf si si ça faisait partie de notre quotidien. Quelqu'un, on peut s'en rappeler. Mais sinon, on a du mal à se l'imaginer. Et là, à l'époque, alors il fallait pour déclarer qu'un territoire communal était inondable, la règle du jeu, alors c'est là, je vais un petit peu, mais tu me corrigeras après, la règle du jeu, ça devait être quelque chose comme il y a 10% de la superficie du territoire qui est inondée de façon permanente pendant 3 à 4 jours. C'était quelque chose comme ça. À partir de quoi, parce qu'il fallait bien une règle du jeu pour commander l'informatique, bien sûr, à partir de quoi, si un territoire remplissait cette condition, il était déclaré inondable. Bien, ok. Mais de ce fait-là, ça veut dire que maintenant, on renverse la vapeur, vous êtes maire d'une commune. Et vous savez, par expérience, que votre territoire, il a des bouts qui sont facilement inondés parce qu'on est allé construire trop dense, trop près de la rivière qui passe là à côté, etc. Donc vous savez que votre commune, elle sera systématiquement classée comme inondable. Comment vous faites après pour faire venir de nouveaux habitants, pour développer ou de l'industrie ou de l'activité commerciale, etc., etc. Et les maires, c'est ça qu'ils ont connu. C'est cet empêchement-là qu'ils ont connu. Et donc, mais à l'époque, tout le monde n'était pas encore convaincu que quand on avance techniquement sur un sujet, il ne faut pas seulement avancer techniquement, il faut aussi faire travailler la question de l'acceptabilité. Dans un autre domaine, ce n'était pas mon domaine à ce moment-là, dans un autre domaine, puisqu'à ce moment-là j'étais mêlé aux négociations de sortie de concession minière avec le conseil régional, eh bien on rencontrait le même problème. Et le président du comité scientifique du colloque international qu'on avait monté, il a surpris tout le monde quand, à la fin, au niveau de la conclusion, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des recommandations techniques, et il a dit, la première des choses, c'est de prendre conscience de la nécessité de travailler l'acceptabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, cette question-là n'est toujours pas complètement résolue. Elle fait des progrès, c'est indéniable, dans un certain nombre de domaines, mais inégalement dans les domaines. Mais il y a des progrès, mais il y a encore une marge de progrès très importante à faire. Alors, j'étais un petit peu long là-dessus, mais je pense que c'était important de rappeler ça. Alors, surtout qu'aujourd'hui, oui, il y a un nouveau type de démarche qui est lancé. Vous allez de plus en plus entendre parler, on aime bien les acronymes, de HMUC. La démarche HMUC. Donc, hydrologie, milieu, usage, climat. C'est une procédure qui vient de démarrer.
Les textes sont présents depuis 2-3 ans à peu près, travaillés depuis quelques années, mais là ça y est, c'est lancé. Pour l'instant, au moins dans la région, il y a ce qu'on appelle le bassin versant Scarpamont, le secteur d'Arras, qui est concerné, qui est lancé, qui est engagé dans la procédure. Et récemment, il y a le syndicat mixte Corche-Coty-Sim-CEA qui vient de s'y lancer également. La semaine dernière, j'ai été invité à la présentation de cette démarche auprès de la CLE, auprès de la commission locale de l'eau du CIMCEA. Donc, ça n'aboutira qu'en 2028. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas une démarche qui se fait comme ça très facilement. C'est une démarche un petit peu longue. Mais ça fait partie des recommandations que je leur ai données, des avis que je leur ai données, c'est justement en utilisant le même diapo, je leur ai dit attention, réfléchissez bien comment vous allez le transmettre, le faire passer aux usagers. Et bon, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Alors, là, bon, excusez-moi, il y en a qui vont peut-être trouver que je charrie un peu, mais je le présente sous forme de recette de cooking. Pour faire une bonne inondation, il faut. Et donc voilà un peu une recette qui est une espèce de plan de la suite de l'exposé. Alors il y a certaines des diapos. Il y en a combien parmi vous qui sont venus à la sortie des Watringues? Ok, bon, on l'évoquera, bien sûr. Et donc, vous verrez qu'il y a une suite. Donc il y a des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais c'est pas grave. Le but, c'est de donner du sens. D'abord, 3 exemples locaux. Un premier exemple, on est bien ici, c'est ça, j'avais préparé ça avec un groupe de travail, dont Gérard Billard, avec le conseil de développement de l'île Métropole. Et c'est pour montrer quel est le fonctionnement naturel du bassin versant de l'Escaut et comment se trouve le site, le territoire de l'île Métropole par rapport à ça. En gros, alors un bassin versant, je rappelle, un bassin versant, c'est un territoire qui est organisé de telle façon, qui est en grosso modo concave, et quand il pleut, toutes les eaux de ruissellement viennent s'accumuler par des ruisseaux hiérarchisés pour aller vers une seule rivière et un seul exutoire au bout, qui est la mer. Donc là, le cours d'eau principal, c'est l'Escaut. Donc sur ce territoire, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'habitants. Au sein du groupe de travail, je m'étais amusé un petit peu à symboliser la forme de ce territoire naturel sous forme d'un entonnoir. Alors un entonnoir large, d'accord. Le point important à reconnaître, c'est que si on fait un profil en long du territoire, rien que de la morphologie, caricaturale bien sûr, mais au sud-ouest, il y a les collines d'Artois. Là, on a des pentes, on a descendu les collines d'Artois. Et après, le terrain est plat. Et le terrain, il est plat tout de suite, dès le début des Flandres, jusqu'à l'Escaut, jusqu'à la mer. Donc, il y a un terrain très plat, première chose. Deuxième chose, le terrain, le sous-sol, il est constitué de 2 composants. À l'amont, un terrain qui est perméable, la craie, et c'est ça qui va contenir notre ressource principale souterraine en eau pour toute la région. Et au-dessus, un terrain qui est imperméable. Et vous comprenez bien que la combinaison d'un terrain imperméable avec la platitude, ça fait que l'eau ne s'écoule pas, bien sûr. Et donc sur les pentes qui sont à l'arrière, en descendant les collines d'Artois, l'eau peut prendre de la vitesse et s'écouler. Les gens de Marois le savent bien. Mais après, c'est plat, et là, ça ne s'écoule plus. Et où se trouve la forte densité de population? Au fond de l'entonnoir. Trouvez l'erreur. Donc, cette imagerie-là, toute simple, et à mon avis, enfin, qui devrait être efficace,
elle devrait être dans la tête de tous ceux qui sont en charge de penser l'aménagement du territoire. On ne peut pas dire qu'il faut déménager tout le monde, non, ça n'a pas de sens. Mais par contre, il faut prendre comme une contrainte majeure, on ne peut pas dire la contrainte majeure, le fait que, naturellement, l'eau aura tendance à s'accumuler et à stagner, et donc il faut prendre comme contrainte majeure le fait que cette eau va se rassembler là, et donc il faut et l'infiltrer et faciliter son évacuation. Un petit peu plus compliqué en ce qui concerne le bassin versant de l'Escaut, c'est que faciliter son évacuation, c'est évidemment refouler le problème au bec. Donc ça, c'est déjà arrivé. C'est un peu caricatural, je suis tout d'accord. Mais, tu diras ce que t'en penses après quand même. Non, mais enfin, c'est au moins, on voit bien que géométriquement, c'est comme ça que ça se présente. Après, chacun doit jouer. Un autre exemple, actualité de cette année. Vous vous souvenez de cette histoire de Soissons, sud de Soissons, il n'y a pas de base là, mais on a à Soissons, au sud de Soissons, il y a une petite vallée dont la rivière repose sur de l'argile. Le fond de la vallée, c'est de la... Ah, j'ai pas pris... Ah oui, j'ai pas pris de temps. Le fond de la vallée, c'est de l'argile, ici, en blanc. C'est des alluvions. Quand c'est en blanc comme ça, avec ces écrits FZ, ce sont des alluvions. Ça, je le répéterai tout le temps. Et en dessous des alluvions, il y a de l'argile. Donc là, par contre, l'infiltration, elle n'est pas finie. C'est sûr. Mais au-dessus de l'argile, sur les pentes, alors voilà, tout en haut, ici, sur le plateau, on a du calcaire, ce qu'on appelle le calcaire grossier, très perméable, mais très résistant. C'est l'essentiel de l'île de France. Et puis toute la pente ici, c'est du sable. C'est du sable que vous avez foulé si vous êtes allé au parc Astérix, parce que c'est le sable néerlandais. C'est ce sable-là. Et là, la faute n'a pas de chance. Le 3 mai 2024, il y a eu un orage subit, très violent, ça c'est vrai, c'est indéniable, qui est tombé de façon très localisée sur un petit territoire, et entre autres qui est tombé sur le plateau là où il y a la flèche bleue. Et là, les images ne sont pas de moi là, c'est la télé. Ce sont des images de télévision qu'on a captées. Donc la première en bas à gauche, c'est une image qui est prise en haut, depuis le haut de la flèche bleue. Depuis le haut de la flèche bleue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit le village bas au fond. On voit une pente. On ne se rend pas bien compte de l'intensité de la pente, parce que, comme le caméraman il est au niveau du sol, on ne voit pas bien comment c'est pentu. Ce qu'on voit surtout, ce sont les rigoles. On voit bien les rigoles, et on voit bien sur l'image du dessus, en haut à gauche, que ces rigoles, elles correspondent au labour et au sillon d'ensemencement. Et ça, on peut le dire sur tous les tons, et moi je deviens de plus en plus radical comme ça, même si ça ne plaît pas aux agriculteurs, tant pis, mais il y a encore des agriculteurs qui continuent à labourer et à ensemencer dans le sens de la pente. Alors quand je dis qu'il ne faut pas faire ça, on me répond, ouais, mais c'est pas toi qui es dans le tracteur complètement penché. Ah oui, d'accord, j'imagine bien. Et c'est vrai que je comprends, c'est ça le problème. Vous savez, dans le sud-est asiatique, ils ont trouvé d'autres solutions. Hein. Ils font une quantité de terrain superposée. Ça passe très bien, en plus ils gardent. C'est une solution qui commence à faire réfléchir dans l'ordre de l'Ouest. Alors le résultat, c'est que cette eau a pris une vitesse maximale en descendant ici. Elle est arrivée en bas sur les premières maisons. Il y avait un muret qui était ici, en haut à droite, il y avait un muret qui était ici et qui a détourné un petit peu le cours d'eau. Et le cours d'eau, il est passé là où il pouvait passer. Et il est arrivé sur l'arrière d'une maison qui ne devait pas être trop solide, puisqu'il a, à un moment, ça a enfoncé le mur et ça a emmené les deux habitants qui étaient là. Et la dame est restée. Donc, ce qu'il faut tirer de ça, c'est
effectivement, il faut un événement météo qui, là, est violent, brutal, c'est clair. S'il n'y a pas cet événement, on n'a pas ça. Mais il y a aussi l'intervention humaine sur le contrôle du labour. Si au moins il y avait encore des haies pour limiter la vitesse d'écoulement de l'eau sur les pentes, s'il y avait des techniques différentes, enfin, pour faire en sorte que l'eau ne prenne pas de la vitesse sur la pente comme ça, au moins il n'y aurait pas eu cette gravité-là. Deuxième exemple, la vallée d'Aspe. J'y suis jamais allé, je peux en parler tranquillement. Par contre, évidemment, dès que l'événement a été connu, je me suis précipité sur la carte géologique pour regarder comment c'était fait, bien sûr. Et on voit tout de suite que, là encore, on a ici des alluvions, sont nord-sud, et ces alluvions blanchâtres, elles sont interrompues par une petite lentille brune ici, une autre lentille un peu plus grande brune ici, et puis après une encore derrière. Et elles sont interrompues pourquoi? Ça veut dire que les alluvions ne sont pas déposées là. Ça ne s'est pas déposé parce que là on a du relief. Un relief plus important, et en fait la rivière elle passe en gorge. Alors la rivière n'a pas attaqué le relief de front comme ça, ça veut dire que la rivière est descendue, elle s'incise au fur et à mesure, et que tout ce qui était facile à dégager a été dégagé autour, sauf que là, les terrains très durs, qui sont au milieu, représentés en marron ici, ils sont restés en relief, aujourd'hui. Mais la rivière, elle passe en dessous. Et non seulement, quand on regarde de plus près, non seulement ici, il y a des alluvions, mais on voit très bien ce que j'ai marqué ici, cône de déjection. Cône de déjection, on sait bien ce que c'est. Hein, vous avez... Tiens, il y a une autre photo que j'aurais pu prendre aussi. Je l'ai prise à côté de chez moi. Il y a quelqu'un qui habite, sa maison est un petit peu au-dessus d'un talus. Et puis, il y a quelques mois, il a rechargé en gravier. Et au bout de quelques pluies, il a fait un cône de déjection parce que ces graviers ont été lessivés par la pluie et ils se sont étalés. Voilà. Un cône de déjection, c'est ça, tout simplement. Et ça existe à toutes les échelles, puisque on a eu au mois de juin ce qui a frappé les imaginations ici, il y a de quoi, à la Bérarde, ici, le hameau de la Bérarde est là, sur cette rivière du Vénéon, qui, dans les siècles passés, avait déjà connu d'autres incidents comme ça. On a eu là un cône de déjection très important. La photo ici a été prise depuis l'amont. Et à cet endroit-là, il y a à peu près 12 mètres de dépôts de blocs, cailloux, boue, etc., qui se sont accumulés. Ça paraît incompréhensible, mais là, tout le monde l'a vu. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a ça, donc dès qu'il se passe quelque chose, dans les 5 minutes, le monde entier le sait. Donc avant, mais maintenant, oui. Alors, je vous en ai mis une autre ici, de plus près. Comme je ne suis pas allé à la Bérarde, j'ai aussi un dépôt comme ça. Et le même dépôt. Exactement le même faciès. Les mêmes tailles de cailloux. Les mêmes mélanges de tailles de cailloux. Etc. Sauf que ce dépôt-là, lui, il est un petit peu plus âgé. Il a 420 millions d'années. Et il est à côté de Monthermé, dans la vallée de la Soie, à Tournavo exactement, à côté de Monthermé. Bon, c'est bon. Alors, des événements comme cela, c'est comme le précédent en 60, ce sont des événements violents. Mais ce sont des événements vraiment exceptionnels. Un événement comme ça, c'est tous les 1000 ans, les 5000 ans, et encore, c'est statistiquement. Parce que en Andenne, moi j'ai vu deux inondations, j'ai vécu 2 inondations centennales en 13 mois de temps. Donc c'est statistique, quand on dit centennale, c'est statistique. Ça veut dire que c'est tellement peu fréquent que statistiquement, ça pourrait être tous les ans dans ces deux. Donc voilà.
ces crues torrentielles, on est amené à en avoir un petit peu plus. Pour des raisons qu'on évoquera un petit peu après. Mais on est amené à en avoir un peu plus. C'est ça qu'il faut savoir. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est pas « oh, c'est malheureux ». Non, c'est chez moi, autour de chez moi, qu'est-ce qui peut donner brutalement, sous l'influence d'une chute météo très violente comme ça, qu'est-ce qui pourrait donner quelque chose d'analogue? Je vous ai parlé de mon voisin avec son petit mètre de cailloux de gravier étalé, c'est vrai à toutes les échelles. Donc, tout le monde peut être concerné par ça, et donc tout le monde peut être vigilant là-dessus. Ce qu'on appelle les crues torrentielles. Donc, la première conclusion, c'est l'événement météorologique. Ça, c'est clair. L'événement météorologique, alors aujourd'hui, en plus, Météo France a pris des dispositions pour que les données puissent être publiques. Évidemment, c'est pas comme ça, en 3000 degrés tout de suite, à trouver la bonne image, etc. Il faut un petit peu chercher, et puis il faut savoir ce qu'on cherche aussi, et puis bon, il faut regarder, il faut un peu de curiosité, et puis de méthode quand on regarde un site spécialisé comme celui-là. Mais sur l'image de droite, ça c'est là que je vais vous montrer, sur l'image de droite, ça c'est la carte que Météo France a publiée dans les 15 premiers jours, dans la deuxième quinzaine de novembre, pardon, dans la deuxième quinzaine de novembre 2023, il est tombé 350 mm d'eau. Alors 350 mm d'eau aujourd'hui, là dans la région, ça paraît important. C'est important, parce que ça a donné des inondations importantes. Au mois de mai de cette année, à Nice, il est tombé 400 mm d'eau en une journée. En 2 jours, je crois que je fais quelque chose comme ça. Il y a quelques mois, là, c'est en Isère, en Isère ou dans la Drôme, je ne sais déjà plus. Non, du côté d'Annonay. Oui, c'est en Ardèche. Il est tombé l'équivalent d'1 an de pluie en 24 heures. Donc, effectivement, ces événements violents, ces chutes abondantes, elles risquent d'être plus nombreuses. Donc, la première condition, c'est la présence de l'aléa météorologique. La deuxième condition, elle est représentée toujours à cause du même événement. À gauche, c'est on a le relief. Donc, il faut du relief. Alors, je n'ai pas pris de carte quand même, parce que là, j'en ai pas comme ça, mais vous avez quand même, avec toutes les images qu'on a vues, vous avez quand même suffisamment le globe en tête et l'Atlantique Nord, parce que c'est à cette échelle-là qu'il faut regarder ça. Là. Si on regarde la météo, c'est à cette échelle-là. Heureusement, la plupart, beaucoup de bulletins météorologiques télévisés maintenant sont bien foutus et donnent des informations qui sont vraiment, si vous faites attention, ces informations, elles donnent beaucoup de renseignements. Ce qui s'est produit en Espagne, il y a un météorologiste espagnol, on a parlé de gouttes froides, et on a déjà aussi parlé de gouttes froides pour le nord de la France, c'est déjà arrivé, et il y a un météorologiste espagnol qui a finalement, pas tout seul dans son coin comme ça, parce qu'ils sont tous en réseau, ils travaillent ensemble, et qui a finalement proposé une explication qui devient crédible pour comprendre comment ça évolue. En fait, au niveau de la base de la stratosphère, donc à un peu plus de 10 km d'altitude, il y a ce qu'on appelle les grands jet streams qui tournent autour à peu près de façon latitudinale, à peu près, mais en serpentant. Et ils séparent au nord un air qui est très froid et au sud un air qui est moins froid, qui est un peu plus chaud. Et l'atmosphère est en dessous. Et cet air froid, c'est ça qui peut... le tracé du jet stream change dans l'année, en fonction des saisons. Je ne rentre pas là-dedans, je l'ai déjà évoqué dans une précédente conférence, mais je ne rentre pas là-dedans à nouveau cette fois. Donc les méandres du jet stream, c'est ça l'hypothèse du météorologue espagnol, s'agrandissent, ils deviennent plus amples.
Et du coup, il y a des gouttes entre guillemets, qui descendent plus bas vers le sud. Et c'est comme ça qu'il explique cette arrivée brutale d'air froid, riche en eau, au-dessus de l'Espagne, il y a un mois. Et cet air froid arrive au contact d'un air chaud qui, lui, est dans l'atmosphère, il est en dessous. Et cet air chaud, lui, il est poussé par les vents d'ouest. À cette saison-ci, c'est les vents dominants d'ouest. Vents d'ouest qui ont traversé l'Atlantique Nord. Et comme l'Atlantique Nord a été surchauffé, eh bien, il y a davantage d'eau qui est passée de l'eau liquide à l'atmosphère, en suspension dans l'atmosphère. Et donc le contact entre l'air très froid au-dessus et puis l'air très chaud surchargé d'humidité en dessous, c'est ça qui provoque des événements violents. Donc ce type d'évolution, c'est qu'il peut arriver n'importe où, sur le territoire français également. Ça peut arriver n'importe où, c'est déjà arrivé chez nous, et apparemment, la tendance, c'est que pendant quelques dizaines d'années, ça risque de, surtout si on continue comme ça, pendant quelques dizaines d'années, on va continuer à avoir ce type d'événement comme ça. Donc une fois qu'on a compris ça, d'abord on comprend le côté aléatoire, territorial, c'est clair. Là, il n'y a pas rien, c'est la fois t'as pas de chance, on est en dessous, on est à côté. Et puis après, la deuxième partie, c'est le relief. Là où il y a un relief, les vents, alors c'est le fameux événement de Sendol, où les vents qui viennent de la partie, après avoir traversé une zone marine, que ce soit la Méditerranée ou l'Atlantique, peu importe, après avoir traversé une zone marine, s'être chargés en humidité, eh bien, ces vents qui arrivent sur un relief, les Cévennes au sud, son nom, ou alors le Boulonnais, pour nous, le Boulonnais et le Sussex, parce que les Anglais ont fait la même chose. Les craies du Sussex, ils ont repris aussi le même type d'événement météorologique. Donc, ces reliefs vont déterminer des précipitations très fortes, et c'est ça qui s'est produit aussi bien l'année dernière et qui se reproduira encore. Alors quand j'entends moi soit des commentateurs, je peux dire des journalistes, des commentateurs, quels qu'ils soient, journalistes ou non, des commentateurs qui disent « Ah mais on a fait ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas ». C'est ridicule. C'est ridicule ce genre de discours. On ne maîtrisera pas du tout le climat. Même Elon Musk ne maîtrisera pas le climat. Enfin, j'espère. Là, on ne maîtrisera pas le climat. On ne maîtrise pas les pentes non plus, elles sont là. Et d'ailleurs, quand on veut une vue imprenable, on va sur les pentes, bien sûr. Bon, alors la vue est imprenable, des fois, la drache, elle n'est pas imprenable du tout. Voilà. Alors, du coup, moi j'en tire un petit schéma. Bon, j'essaie toujours de le présenter sous la plaisanterie. Notre génération, on a tous passé le certificat d'études et on a tous eu un problème de mémoire et de robinet à résoudre. Un robinet qui est rempli de calcium, il y en a un autre dans avec une vide, maintenant quelqu'un va avoir qui se remplit. Bon, donc il y a des entrées et puis des sorties. Alors les entrées, c'est pas compliqué, il n'y en a que 3 sortes. Là, ce qui est au-dessus, c'est le météo, c'est la pluie. Là, ce qui vient latéralement, ce sont les affluents et les odeurs du sol. Et ce qui vient en dessous, c'est éventuellement les nappes qui débordent. C'est pas plus compliqué que ça. À partir de ce moment-là, on peut définir cartographiquement 2 domaines. Ce qu'on va appeler le lit mineur. On décide d'appeler ça le lit mineur, c'est là où l'eau est présente en permanence. Et puis, de temps en temps, quand elle déborde, on va appeler ça le lit majeur. L'eau monte et puis elle va bien.
Alors les sorties, c'était l'assainissement, l'évaporation, l'évapotranspiration, je passe là-dessus, bien sûr. Maintenant, on ajoute le recyclage. Il faut y penser, puis c'est une nécessité, ça c'est bien. Il y a en plus des géologues qui viennent casser les pieds en disant en plus, la baignoire se déforme. Donc, le problème, c'est que les différents phénomènes ne fonctionnent pas à la même vitesse. Ils ne sont pas synchrones. Et donc, la baignoire se déforme, oui. Il y a des moments où elle peut se déformer brutalement, casser. Puis il y a des moments où, alors ça va donner des séismes, des tremblements de terre, etc. Mais il y a des moments où elle se déforme, elle se déforme en permanence, très lentement, d'une vitesse tellement lente qu'on ne s'en rend pas compte du tout. Voilà. Mais elle se déforme. Alors on va essayer de regarder ce que ça donne. Et là aussi, donc, ça c'est une image qui, au début, la première fois que je l'ai passée, j'ai eu un peu honte de la passer, parce que je me suis dit quand même, les auditeurs vont croire que je vais prendre pour un gamin. Et je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas, et que c'était pas inutile du tout. Mais alors là, pas du tout. Rappelez tout simplement que quand l'eau coule d'une source dans une rivière, il y a une zone où ça s'érode et puis une zone où ça se sédimente, et que l'érosion est indissociable de la sédimentation et réciproquement, et qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, ça déjà là, il faut déjà la faire passer celle-là. Tout le monde n'est pas convaincu. On verra des exemples après. Tout le monde n'est pas convaincu du tout. Ils ont besoin d'effectifs pour en être convaincus. Et puis faire comprendre qu'en plus, qu'à chaque fois qu'il pleut, le point R, le passage de l'un à l'autre, il n'est pas toujours au même endroit. Ça dépend de l'intensité de la pluie, sa durabilité, la nature des terrains. Et là, ça commence à se compliquer. Nous, on veut des choses simples. Là, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non. Mais en sciences naturelles, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Il faut être vigilant, c'est tout. Bon. Tiens, j'ai mis les FZ. Ah bah oui, forcément. Les FZ, c'est les alluvions, c'est la sédimentation, c'est clair. Donc toujours dans la partie basse, dans la partie inférieure. S'il y a un profil en long, il y a forcément un profil en travers. Alors aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi il est dissymétrique, mais il y a une raison bien précise, mais je en parlerai plus tard. Il faut encore regarder pour le rire. Et le profil en travers, il permet de bien mettre en évidence la distinction entre les mineurs et les majeurs. Et c'est une caractéristique dans toute la région, mais pas seulement la région. En Champagne, c'est largement le cas aussi. Il y a beaucoup de régions du bassin parisien où c'est comme ça aussi. C'est un peu moins vrai en Nouvelle-Aquitaine parce que les Pyrénées sont un peu plus actives. Les fonds de vallée sont plats. Les fonds de vallée sont plats. Ah, c'est bien ça. Les fonds de vallée sont plats. C'est tout ce que les promoteurs demandent. Parce que si c'est plat, on n'a pas trop de problèmes de géotechnique à construire là-dessus. Sauf que ça risque d'être saturant. Mais ça, c'est un autre problème. Mais, non, il faut s'abstenir. Si c'est plat, il faut justement se méfier. Dans la région, il faut justement se méfier. Parce que c'est plat exactement comme quand un carreleur chez vous refait un ragréage avant de mettre son carrelage, il est en train de faire l'étalement d'alluvions. C'est pareil. L'étalement des alluvions, à chaque crue, c'est exactement le principe de ragréage. Qu'est-ce que c'est comme ragréage? C'est un fluide chargé de gravier et qui s'étale par la simple gravité. C'est tout. Et donc, il donne une surface bien plane. C'est ça l'intérêt. C'est exactement pareil pour les alluvions. C'est bien pour ça que nos fonds de vallée sont plats. Donc, c'est pas difficile. Ça veut dire que tous les fonds de vallée bien plats, si en plus ils sont sur la carte géologique marquée FZ, on sait que ce sont des éléments de vallée. Pas plus compliqué que ça. Alors en plus, avec ce que le géologue nous a raconté, ça peut se déformer. Et ça peut se déformer de deux façons différentes. En l'occurrence,
puisque là, ça concerne surtout la région. Donc la partie amont avec les pentes, c'est surtout les collines d'Artois. Il faut garder Chimay en tête, bien sûr. Mais effectivement, ça continue à se soulever. Ah, c'est lent. N'ayez pas crainte. C'est très lent. Mais ça continue quand même à être actif. Et puis l'autre solution, c'est effectivement des failles. Alors des failles au pied des collines d'Artois, on les connaît. On sait qu'elles passent. Simplement, on ne les connaît pas en 3 dimensions. On ne sait pas les voir. On sait que quand on fait des profils sismiques en travers, on les voit. Mais pour faire un profil sismique, il faut quand même, ça coûte cher, ça. Donc il faut quand même quelqu'un qui paye. Donc il faut une raison bien précise pour ça. Les houillères en faisaient. Mais les houillères sont plus là. Les pétroliers en ont fait à un moment donné, mais tellement vieux que les technologies d'aujourd'hui sont nettement meilleures dans ce qu'on fait. Donc on retraite les profils anciens. L'étudiant qui, il y a 2 ans, nous a passé une thèse là, en retraitant les profils anciens, elle a sorti beaucoup plus de résultats, mais si on avait fait un profil nouveau, ça aurait été beaucoup plus fin. Évidemment, ça aurait été plus cher aussi. Mais ça aurait été beaucoup plus fin quand même. Donc il y a encore pas mal de travail à faire sur ces failles de l'Artois et leur mobilité actuelle. Ce qui est dessiné sur la carte, c'est une représentation. D'autant plus le dire que c'est vous l'avez dessiné. C'est une représentation. C'est pas forcément exactement l'endroit où ça passe, parce que déjà, au Millionième, quand vous faites un petit trait d'un demi-millimètre de largeur, eh ben, ça fait déjà quand même pas mal de terrain, ça fait déjà plus de 50 mètres, plus de 100 mètres. C'est pas très précis. Là, j'ai ajouté un nouveau dessin maintenant. Celui-là. Là, on regarde, on a une demi-rivière, pas la peine de prendre les deux, on prend que la moitié de la rivière, une rive. Et on regarde ce qui se passe quand il y a une inondation, une crue qui apporte des alluvions. Et on comprend que le paysan égyptien de l'Antiquité, il attendait ça. Il attendait absolument cette crue qui lui amenait des alluvions, comme ça, latéralement, et qui lui amenait en même temps, il est dans un engrais, et il récupérait tout ça. Puis de temps en temps, l'eau, évidemment, elle passe à chaque fois au-dessus, et de temps en temps, c'est un petit peu plus fort, tu vois. Et du coup, l'eau passe au-dessus de la petite botte, bien sûr, et puis là, vous n'avez qu'une coupe transversale, mais dans la continuité, sur le côté, vous avez donc d'autres courants qui sont en parallèle, qui se remettent, et puis qui à un moment donné peuvent très bien aller rejoindre le courant principal, mais ça fait des courants latéraux, ça fait petit à petit, à force de se répéter, ça fait ce qu'on appelle des cours d'eau en tresse. Ça, c'est bien connu de la part des géographes. Alors pourquoi j'ai mis la baie de choc? J'ai mis la baie de choc parce que j'avais la photo de baie de choc, c'est tout. On est passé plusieurs fois devant, etc. Mais c'est vrai pour Saint-Amand, c'est vrai pour Flémérage, c'est vrai pour Anchin, c'est vrai pour plein d'abris comme ça. Vous constatez, mais à choc, ça se voit très bien. Quand on arrive depuis les Godelhem, où c'est complètement plat, on est dans le fond de la vallée, dans le fond de la plaine de la Lys, c'est complètement plat. Et puis tout d'un coup, vous avez une petite éminence, pas très forte, et l'abbaye qui est dessus. Et en fait, il y a 1000 ans, la plupart des abbayes, 1000 ans approximativement, la plupart des abbayes se sont installées comme ça, sur des endroits qui étaient un tout petit peu en éminence, et à partir de quoi se sont développés les foyers de déforestation et puis de défrichement. Donc, c'est pas n'importe quoi, ça a une raison. Alors, bien se rappeler que ce processus-là, il est naturel, c'est aussi se rappeler que les alluvions qui sont transportées par la rivière peuvent être redistribuées latéralement. J'avais dit, dans le profil longitudinal, on va les retrouver en bas, mais on les retrouve en bas aussi, mais on peut les retrouver en partie latéralement.
c'est important parce que autant ça, ce sont des digues naturelles, peu élevées et très larges. C'est tout à fait différent des digues artificielles comme celle qui ici à l'entrée de Bonhomme, et avec le niveau de l'eau de la Clarence, puisque c'est la Clarence qui passe derrière la baie de Choc, eh bien, le niveau de l'eau qui est à Godheim, tout de suite, il est au-dessus de Retour. Donc c'est pour bien vous montrer l'importance de ces digues. Et Godheim, s'il n'y avait pas ces digues-là, Godheim serait très souvent le pied dans l'eau. Et historiquement, ça l'a été souvent. Donc, depuis que les hommes se sont installés sur le territoire régional, ils ont subi ce genre de trucs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis au point les digues latérales, et monté des digues latérales. Mais avant de monter des digues latérales, ils ont aussi ils ont aussi corseté les cours d'eau, c'est-à-dire mis sur les côtés des cours d'eau ce qu'on appellera des pales blanches, que ce soit en bois à l'époque, que ce soit en métal, que ce soit en béton, mais des pales blanches. Mais si on met des pales blanches, ben, le phénomène d'étalement latéral de la crue n'est plus possible. Et en particulier, les alluvions qui étaient transportées, qui auraient dû être déposées là, ben, ils continuent leur course plus bas. Alors c'est vrai que ça charge d'autant plus la partie aval. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour aller curer la partie aval. Parce qu'à chaque fois qu'on cure à l'aval, sans s'en rendre compte, on relance le processus d'érosion à l'amont. Ça c'est systématique, c'est physique, c'est purement physique. Donc ça ne sert à rien d'aller curer les rivières. Je ne parle pas des canaux, des fossés artificiels. Donc ben, ça, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme d'expansion de crue. Et on nous montre actuellement, je ne sais pas si c'est prémédité ou non, si c'est coordonné ou non, mais on nous montre, je trouve, dans différents reportages télévisés, de plus en plus d'exemples de revalorisation de zones d'expansion de crue. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne initiative et il faut que les encourager, y compris hier soir, je n'ai même pas repéré d'ailleurs dans quelle ville ça se passait, mais dans une ville apparemment importante. Et c'est possible. C'est possible partout, il faut le vouloir. Alors ça, je ne vais pas insister parce que c'est un schéma tout simple pour dire un petit peu que l'eau se distribue verticalement, cette fois en sous-sol, à différents niveaux, et que ce schéma-là, il est valable à peu près partout dans la région, sauf à l'intérieur du Boulonnais et en Aveyron. Mais sinon, partout ailleurs, il est valable. Donc là, j'insiste pas, l'essentiel de la ressource en eau est dans la craie en dessous, et vous avez un très bel... si vous allez sur le site de la Société hydrotechnique de France, elle a organisé plusieurs webinaires et a invité à en donner un, justement à propos des inondations en Nord-Pas-de-Calais. Mais le premier webinaire qui a été présenté, qui est accessible publiquement, il a été donné par quelqu'un du BHM qui explique très très bien comment fonctionne la circulation de l'eau souterraine. Vraiment très bien. Donc ça, je vous recommande. Alors, une image qui a valu quelques ennemis, c'est certainement pas fini. Saint-Omer, le marais de Saint-Omer. Ben, c'est simple, hein. Vous avez en haut à gauche, le petit schéma, le profil longitudinal, et puis à droite, vous avez la carte géologique, qui est extrêmement lisible, avec en blanc bleuté les avions. Donc il n'y a pas de problème, sur une carte géologique, les avions, ça se voit, pas de problème. C'est toujours d'une couleur qui est très distincte de ce qui est autour. Donc ça se voit. On rencontre encore des gens, même des élus, on rencontre encore des gens qui prétendent qu'on ne sait pas où
on se trouve des zones zéro. C'est pour ça que j'avais passé la carte en disant qu'il y a déjà eu des cartographies de fait. Donc, bon, pourquoi Blandec est installé à cet endroit-là? Blandec s'est installé là, comme un certain nombre d'autres villages, en bas de la pente. Là où l'eau, elle a, à cause de la pente, une vitesse maximale. Et Blandec s'est installé là il y a environ 1000 ans, quand la technologie des moulins à eau est arrivée en Europe de l'Ouest. Et en moins de 100 ans, à peu près toute la France a été couverte par des moulins à eau. Ça s'est densifié peu à peu, mais il y en a eu à peu près partout à ce moment-là. Donc il y a encore aujourd'hui des moulins, il y a au moins un moulin qui fonctionne, au moins une société industrielle de minoterie qui fonctionne. Et donc que Blandec se soit installé là sur le côté, c'est tout à fait compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est que la ville de Blandec se soit développée dans la partie plate au centre. Alors c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, au centre c'est plat. C'est quand même plus pratique à construire. Sur les côtés, c'est pas tout à fait plat. Mais c'est plus solide généralement. D'ailleurs, la cristallerie d'arc, elle s'est mise sur le côté, elle n'est pas au fond. Et la cristallerie d'arc, elle est en dessous de la flèche jaune, ce sont les toits blancs qui sont là, donc, sur le côté. Alors arc est tout faux. Alors là, vraiment, juste à la jonction entre la partie basse et puis le début du marais. Là, vraiment, et arc est très largement développé dans le marais, à l'entrée du marais. Et sur la carte géologique, le fond topographique de la carte géologique, il date du début des années 60. Donc je vous laisse admirer la différence d'occupation du sol entre les deux, puisque la photo satellite, évidemment, date de l'année dernière. Donc, en particulier, entre Arc et Saint-Omer, on ne va pas aller chercher d'explications ailleurs. Il y a bien des gens qui ont pris des décisions de tout construire entre Arc et Saint-Omer. C'est pas la chasse aux sorcières qu'il faut faire. C'est surtout essayer de ne plus recommencer ce type de décision et prendre des décisions qui permettent d'en sortir. Alors il y a des industries, il y a des habitats qui peuvent rester sur l'eau. Il y a plein d'endroits dans le monde où des gens habitent sur l'eau, vivent sur l'eau, fabriquent sur l'eau, etc., etc. Mais généralement, ils se sont fait des constructions adaptées. Là, l'eau arrive après. L'eau arrive après parce qu'on ne sait pas lire le paysage. C'est tout. C'est uniquement à cause de ça. C'est parce qu'on n'a pas pris en compte la connaissance du paysage et sa constitution. Puisque la carte géologique montre très bien que la zone est inondable, puisqu'on a des inondations qui sont là. Ces inondations, elles ne datent pas des dernières années. Hein. Ça, c'est vieux. Donc voilà, pour Saint-Omer, c'est clair. La ville de Saint-Omer elle-même, elle était bien placée, historiquement. Elle est sur la bosse orangée. La ville de Saint-Omer historique, elle est là. Donc elle était hors d'eau. Elle a toujours été hors d'eau. Même quand il y a aussi à peu près de temps, un peu plus que ça, 1200 ans, au moment où le niveau marin était monté beaucoup plus haut qu'il n'est aujourd'hui encore, eh bien, le fond de Saint-Omer, c'était vraiment l'estuaire de l'Arc, et la marée, l'effet des marées revenait jusqu'au bout, couramment. Et donc Saint-Omer était bien protégé. Et c'est bien pour ça, si on relie avec l'histoire, quand cette période entre le 4e siècle et puis le 10e siècle à peu près, c'est la période dite des grandes invasions, tout simplement parce que nos petits cousins germains et scandinaves qui voulaient descendre dans les villégiatures pendant l'été, eh bien, l'eau étant plus haute, ils pouvaient aller beaucoup plus loin à l'intérieur des terres en utilisant leur dracage. Et donc, c'est tout à fait logique que Saint-Omer soit situé comme ça, et beaucoup de villes peuvent trouver leur explication comme ça. On va un peu plus haut cette fois. Bourte.
Quand j'ai entendu pour la première fois à la radio que Bourg était inondée, j'ai un peu éclaté de rire, ça fait quand même pas rire, mais je dis quand même, je sais où est Bourg, c'est la source de l'art. Inondation à Bourg, c'est quoi? On n'est pas le 1er avril pourtant. C'est quoi cette blague? Et effectivement, dès qu'on a vu des images, on a vu que Bourg était inondée. Là, si Bourg est inondée, c'est qu'il y a vraiment des erreurs quelque part. Parce qu'il n'y a pas d'eau permanente. Il n'y a pas d'eau, c'est la source officielle de l'art, et il n'y a même plus d'eau qui sort de la source officielle de l'art. Pour trouver sur la carte géologique la source officielle, c'est le point bleu. C'est le gros point bleu. C'est le gros point bleu qui est ici. Et pour trouver des alluvions permanentes modernes, il faut descendre juste à la limite de la carte, ici, juste en dessous, c'est-à-dire 2,5 km plus bas. Donc ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus d'eau permanente qui sort de la source de l'art. Et comment on peut avoir des inondations? Sauf en ayant tellement imperméabilisé les sols, et puis empêcher l'eau de s'évacuer naturellement, que du coup, ça stagne, ça s'accumule. Alors c'est là où il faut réfléchir sur l'occupation du sol aujourd'hui. Parce que à gauche, vous avez l'image satellite actuelle. Et sur cette image satellite actuelle, on voit que la part cultivée, elle est très importante. La part de la culture est très importante. Je n'ai pas réussi à trouver l'image satellite d'il y a 1000 ans. Mais je pense qu'il y avait un peu moins de culture. Même, on peut parier qu'il y avait beaucoup moins de culture. Or, toutes ces cultures, qu'est-ce que ça fait, les cultures? Ben, ça fait ce qu'on a vu à Soissons. On ameublit la terre de surface. Or là, par définition, il n'y a que des pentes. Il n'y a que des pentes. Il n'y a pas de terrain plat. Et donc, dès qu'il pleut, et s'il pleut un peu violemment, et ben cette eau qui ruisselle, elle embarque la terre ameublie. C'est évident. C'est évident pour tout le monde, sauf pour les exploitants. Et donc, on a voulu leur expliquer que c'est leur terre arable qui est en train de ficher le camp. Ils répondent que raccourci, ils disent que c'est la part du feu. Ben, je vous dis. Je passe là-dessus parce que on va regarder la suite. La suite, c'est justement un petit peu plus bas, mais de l'autre côté. On descend cette fois vers la vallée de la Course. On passe de l'autre côté. Et on a en rive gauche de la Course, on a un autre affluent qui s'appelle la Bimeuse. Et la Bimeuse elle-même, elle passe à un patelin qui s'appelle la Cavrelle, Alette, les petits villages. Et puis, de ces villages, il y a aussi des petits ravins qui divergent. Un jour, je passe sur la départementale en haut, et je suis très étonné de voir qu'il y avait, alors, c'est une départementale qui est quand même assez droite, qui descend vers le montant, qui va de Saint-Omer à Montreuil, et quand même assez droite, en descendant, et puis à un moment donné, il y a une courbe, bon, rien de méchant, et la courbe a été rectifiée pour la faire aller tout droit. Bon, il y en a qui avaient des hypopères. Mais quand même, ça a dû avoir des problèmes parce que il y a dû y avoir de temps en temps une source qui était à droite, mais qui du coup se retrouve à gauche de la route, et qui a dû créer des inondations parce qu'on a mis une buse, comme vous le voyez sur la photo. Il y avait une buse qui a été construite, ici, et en dessous de la buse, il y a une petite mare qui est là. Alors moi, au début, je croyais que la mare n'était pas volontaire. Mais en fait, si c'est volontaire, les services de l'État font un petit dispositif comme ça pour stocker la flotte et qu'elle ait le temps de s'infiltrer et puis de s'évacuer. Mais elle s'évacue où? Ben, moi, c'est ça qui m'a fait m'arrêter et prendre la photo. Elle s'évacue là, dans le champ.
Alors attention, ici, on a un cultivateur sérieux, puisqu'il n'a pas labouré dans le sens des pentes. Et donc, l'eau, elle traverse les lignes perpendiculairement pour aller vers le petit bois qui est là-bas au fond et qui est à la tête d'un petit ravin sec. Alors, bon, c'est intéressant, c'est banal, mais c'est intéressant. Et puis, j'allais passer là-dessus, et puis, cette année, je regarde la carte géologique actuelle, j'en reparlerai après sur l'application InfoGéol, et puis je vois quasiment la même photo. Je vois la même chose. Alors cette fois, à droite, c'est la carte géologique, et à gauche, c'est un extrait d'image satellite de cette année, du printemps de cette année. Alors que ma photo, elle date de novembre 2012. Il y a 12 ans d'écart entre l'image satellite et puis ma photo. Et non seulement on voit que le cours d'eau que j'avais photographié il y a 12 ans, il est toujours là, mais en plus maintenant il a un bras de plus permanent, quasi permanent. En tout cas, au printemps, il y avait 2 bras qui fonctionnaient. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Du coup, c'est clair. Alors je me dis quand même, le labour étant fait toujours de la même façon, je me dis qu'on a affaire à un agriculteur constant et puis qui vraiment a fait la part du feu. Alors là, je me suis dit, je vais quand même essayer de calculer qu'est-ce qu'il perd comme terre quand il part. Alors j'ai fait un truc. Pour l'instant, c'est presque du Clément Gilbert. C'est fait comme ça, le doigt en l'air. J'ai simplement pris, je me suis dit que, étant donné qu'on a quelque chose d'assez plat, je prenais un petit rectangle de 20 mètres de long, parce que là, ça ne paraît pas, mais ça va vite, là, 20 mètres. 5 cm de haut, c'est pas beaucoup. Et sur toute la longueur, là, jusqu'à l'entrée du bois, ça fait 300 mètres. Et je calcule le volume de ça, et je me dis que s'il y a cette tranche-là qui s'en va, ça fait 300 mètres cubes. 300 mètres cubes en 12 ans, c'est pas gigantesque. C'est pas gigantesque, mais 300 mètres cubes, ça fait quand même quelques camions. Et 300 mètres cubes, monsieur le maire de la Caloterie qui est en bas et qui gesticulait devant les caméras, il a une partie des terres qui viennent de là-haut. J'en reviendrai dessus après la Caloterie, mais quand même, j'ai essayé de faire la carte géologique pour comprendre comment ça fonctionnait. Et la carte géologique, c'est tout simple. Hein. Si vous faites la coupe géologique dans le sens du petit cours d'eau, la pente, la couche C3BA, avec les petits tirets, c'est une couche qui est plutôt imperméable. C'est le plancher de l'aquifère général de la région. Et la couche verte, c'est la base de l'aquifère général. Donc l'eau, elle est là-dedans. Et là où j'ai pas mis de figurer au-dessus, C4, bon, là, l'eau, elle est très abondante là-dedans, parce que c'est encore plus poreux. Mais déjà, dans la C3C, l'eau est présente. Alors évidemment, le niveau d'eau, il va varier en fonction de la météo, surtout avec des pentes comme ça. Il va varier en fonction de la météo, c'est-à-dire qu'il y a des années, c'est tellement sec, 2022 c'était tellement sec, que dans le champ, il aurait dû y avoir d'eau, puisque ça ne débordait pas. Et puis là, en novembre, au printemps de cette année, ça s'était re-rempli, et ça débordait, et ça fonctionnait. Mais en novembre 2012, les gens l'ont oublié bien sûr, mais il y avait déjà eu une période extrêmement pluvieuse. Il suffit de regarder les statistiques de Météo France et tout. Et il y avait déjà eu une période extrêmement pluvieuse, et ça donnait déjà ça. Alors, voilà, la Caloterie. Voilà Montreuil-sur-Mer. Donc l'arrivée de la vallée de la Course, et la Caloterie ici en bas. Alors,
et la caloterie ici en bas. Et donc, monsieur le maire de la caloterie, il râlait parce que la rue qui est ici, qui traverse toute la vallée de la Canche quand même, hein, ça fait plus un gros kilomètre, on voit bien que le village ancien, il est sur la craie. La partie la plus ancienne du village est sur la craie, sur la berge. Et évidemment, il devait y avoir un gué. Historiquement, il a dû y avoir un gué qui petit à petit a été de plus en plus habité. Et aujourd'hui, il est plein de villas et autres. Donc, c'est tous ces gens-là qui râlaient. Donc, le maire râlait contre cette eau, il faut curer, etc. Mais ce que je vous ai montré sur la diapo d'avant, c'est au-dessus. Donc, dans les 300 mètres cubes qui sont partis de là-haut, il y en a une partie qui se retrouve ici à la caloterie. Alors, je pense que le mieux, c'est que le maire de la caloterie, il aille reporter quelques camions. Bon, il faudra bien le convaincre. On change de secteur. Là, je vais chez moi. Je vais chez moi, donc au sud d'Arras. Vallée de la Scarpe Sensée. Et il s'est passé, alors on voit bien avec l'orientation de tous les cours d'eau, tout ce qui est entièreté, c'est sec aujourd'hui. Il n'y a jamais d'eau là-dedans. Et donc, on voit bien que c'est très orienté, c'est très bien organisé. Donc, la pente est bien claire, elle est nette. Et l'écoulement est facile aussi. Je passe sur l'aspect historique et je vais sur cet événement. Alors, j'ai trouvé un bouquin. D'un type qui a écrit, dénommé Maurice Champion, qui a publié une histoire des inondations en France du VIe siècle à nos jours. Mais à nos jours, c'était en 1864. Mais ça fait déjà pas mal. Il a déjà recensé plus de 1500 événements, mais recensé plus de 1500 événements graves. Parce qu'à chaque fois, comme à l'époque il n'avait pas ça, l'enregistrement c'était uniquement des descriptions écrites de la part de témoins, de victimes, d'avocats, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué à récolter tout ça, mais donc plus de 1500 événements qui sont bien documentés, bien argumentés. C'est là-dedans qu'on voit que le Vénéron, c'est pas la première fois qu'il avait des grosses coulées comme il a eu cette année. Et là-dedans, on trouve, dans ce secteur hyper calme, en plus, ici, l'altitude, elle ne dépasse pas 100 mètres, 110 mètres, en plus, ça va pas haut. Les pentes sont très faibles. Donc, vraiment, c'est pas rien de méchant. On n'est pas dans l'Ardèche, on n'est pas dans le Vénéron. Et il y a eu, dans la nuit du 23 au 24 juin 1748, il y a eu une crue torrentielle. Il y a eu d'un seul coup un événement météorologique très violent, très important. Et ça s'est renouvelé dans la journée du 24 août de la même année. Et avant, rien n'avait jamais été signalé. Et depuis, rien n'a été signalé. Et en tout cas, pas dans cette proportion. Donc évidemment, tout ça a été noyé, bien sûr, et j'ai mis 2 flèches sur le Cojeul et le Crinchon. Alors, s'il y en a qui connaissent le Cojeul et le Crinchon, il ne faut pas se noyer, il faut le faire exprès pour aller se noyer là-bas. Et donc, ils étaient tellement noyés et débordés que le moulin de Noilly, dans le Crinchon, le moulin à eau de Noilly, il est emporté. Donc, c'était quand même un peu violent, quoi. Mais, ça c'est l'événement aléatoire, comme à Soissons, comme à la Bérarde, etc. Mais, en plus, j'ai mis en rouge le village de Hayette, ici. On voit bien qu'on n'est pas très loin de la source. Donc vraiment, la quantité d'eau qui est là, elle est faible. Et bien, là, on a encore une belle erreur humaine.
qui est source de réflexion. Il y avait un petit seigneur local qui avait trouvé quand même assez bucolique d'avoir comme ça un petit cours d'eau dans sa propriété. Et donc, finalement, son manoir, ça ne lui suffisait pas. Et donc, il a fait un mur qui permet d'enfermer la rivière dans sa propriété. Évidemment, il a fait un petit trou à l'aval pour que la rivière sorte, et puis un petit trou à l'amont pour que la rivière rentre. Bien, ok. Manque de peau, il a fait ça quelques années avant. Et arrive cet événement-là. D'après les témoins, parce qu'il y a une relation dans le bouquin de Chapion, il y a une relation qui est très précise, à plusieurs pages, et le mur est à l'amont, il a été complètement affouillé par la violence de l'eau de ruissellement. Le mur est tombé. Le mur est tombé, donc l'eau est rentrée dans la propriété, et là il y avait du vent, pas de problème. Oui, mais l'eau est arrivée brutalement sur l'autre mur, de l'autre côté. Donc, comme un soissons, retardé un tout petit peu, puis finalement le mur est tombé aussi. Oui, mais il était à l'amont du village. Et à l'amont du village, les maisons de l'époque devaient être encore un peu moins solides que celles de maintenant. 24 maisons balayées. On n'a pas dit, le témoin ne dit pas combien il y avait de morts. Mais 24 maisons balayées. Sur un village comme Ayep, qui ne devait certainement pas encore plus de 100 maisons, c'était un gros bourg si c'était le cas, ça fait longtemps. Donc vous voyez que des événements comme ça, il en existe à plusieurs périodes, vous cherchez un petit peu. Le bouquin de Champion, on peut le trouver sur Gallica. Et donc, des événements comme ça, il y en a sur beaucoup d'endroits, mais les dégâts, maintenant, les dégâts, ils dépendent aussi beaucoup d'activités humaines, des liens des activités humaines. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça aussi qu'il faut accepter, parce que ça, c'est pas évident du tout. Alors, là, je vais aller plus vite, parce que ça, c'est la sortie des Watringues qu'on a faite au début de l'année. Si maintenant on prend du recul, alors quand on a fait cette sortie de Watringues, Xavier Tchaïkovski, qui a fait sa présentation, il a sorti cette image-là. Moi, j'ai tout de suite bondi et je lui ai demandé s'il pouvait me l'envoyer et si je pouvais l'utiliser, parce que j'ai jamais vu, c'est une vue cavalière de l'estuaire de l'A, qui est absolument superbe. La combinaison estuaire de l'A, estuaire de la M, absolument superbe. Et la plaine maritime, ça n'est que ça. Et donc on voit très bien comment ça fonctionne. Alors, comment expliquer ce paysage-là et pourquoi ça va continuer comme ça? Parce que toutes les installations qui sont devant, et c'est ce pourquoi la Gure était payée, c'est pourquoi les Watringues sont payés aussi, c'est rien que des installations humaines qui sont dans la zone de l'estuaire, dans le delta, inondable par définition. Plus la submersion marine lorsque le niveau de la mer monte. Et en ce moment, le niveau de la mer monte de telle sorte que partant de haute mer, l'écoulement des eaux continentales ne se fait plus du tout naturellement. On est obligé de stocker l'eau derrière et d'attendre la marée basse pour pouvoir sortir, évacuer l'eau. Donc ça ne peut faire que s'aggraver ça. Donc on peut pomper, ça ne résout pas le problème. Alors, ce que j'appelle les acteurs, c'est évidemment le relief, je disais tout à l'heure, le relief il est là, mais le relief, lui, il est là, et puis il évolue lentement, je vous ai dit. Le niveau marin, la houle, et plus les mouvements verticaux du niveau de la mer, ça bouge, mais à des échelles différentes, mais encore perceptibles par les hommes. Et l'aléa météorologique, ça peut bouger tous les jours, et les activités humaines, c'est tous les petits points qui étaient mis là sur le triangle vert de la plaine maritime. Alors, tout ça, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, tout ça fonctionne, mais avec des vitesses différentes.
Et donc on ne peut jamais paramétrer une seule action qui permette de passer à travers tout. Puisqu'à chaque fois, on a affaire à des phénomènes qui varient selon la nature du phénomène. Alors, je l'ai fait, mais là, je passe très vite parce qu'on ne peut pas commenter là-dessus. J'ai fait une espèce de schéma pour évoquer la succession des événements. Il y a d'abord le relief qui s'est mis en place, et puis qui continue avec mes 3 feuilles pliées, là, je représente les couches de craie qui forment l'anticlinal de la craie de l'artois boulonnais et qui plonge vers l'est. Bien. Donc, quand c'est sorti de l'eau, ça, et ben devant, il y avait la mer, quand même, qui se continuait en Belgique. Et dans la mer, s'est déposé toute une série de sable et d'argile, dont je n'ai représenté que 2 couches là, et toute une série de sables et d'argile qui sont tranquillement posées les unes sur les autres et qu'on peut suivre jusqu'aux Pays-Bas avec toute la succession, avec des allers-retours aussi, mais toute la succession est là. Et puis au-dessus de tout ça, à un moment donné, l'anticlinal de Boulonnais, il a remonté un coup. Du coup il a rebroussé un peu les couches de sable et d'argile. C'est pour ça qu'elles sont rebroussées derrière. Et au-dessus de tout ça, finalement, l'anticlinal du Boulonnais, c'était un relief qui était dehors. Donc les produits d'érosion, ben, ça contenait pas mal de silex, et ça a donné des cours d'eau qui se sont déployés sur la morphologie de l'époque, qui était horizontale. Aujourd'hui, on la connaît plus basse, mais elle était plus haute là. Et ce qu'on trouve comme grès ferrugineux, par exemple, en haut de mon flanc, c'est un témoin de ça, à un moment donné. Et puis, comme le phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises, on va retrouver ces étalements de cailloutis, même type de cailloutis à chaque fois, puisque c'était la même source, mais à des endroits différents, selon la progression des phénomènes. Puisque on sait que l'anticlinal continue à pousser, continue à monter un petit peu. Donc, j'ai résumé ça pour montrer que ça s'inscrit dans le temps long, puisqu'en fait, c'est un processus qui commence il y a à peu près, pas loin de 90 millions d'années, qui continue à fonctionner, qui a connu une crise importante aux alentours des 35 millions d'années à peu près, parce que c'était le moment où les Pyrénées commençaient à se former, puis l'Afrique a commencé à pousser contre l'Europe, et du coup, par contre-coup, si je pousse une table contre une autre, au bout de la deuxième table, je vais faire des choses, c'est pareil, eh bien, par contre-coup, ici, il y a eu ce type de déformation qui a pu se produire, et comme l'anticlinal avait commencé à se former, ben, il a grandi un tout petit peu plus. Et alors, en prenant du recul encore un peu plus loin, pourquoi, pour voir la dernière partie, pourquoi ça s'est expliqué, comment on peut l'expliquer? Eh bien, c'est lié aux glaciations. Donc là, on est uniquement dans le Quaternaire, un peu récent. Je vous ai déjà évoqué le fait que la vallée de la Somme, les terrasses de la vallée de la Somme, nous racontent aujourd'hui l'évolution détaillée pendant le dernier million d'années de la succession de 10 épisodes qui ont donné ces terrasses, tout simplement pour des raisons climatiques. Parce qu'on est passé de cycles glaciaires, interglaciaires, des cycles qui ont à peu près 100 000 ans, statistiquement 100 000 ans, avec des périodes froides longues, de l'ordre de 70 à 80 000 ans, et des périodes interglaciaires courtes, de l'ordre de 15 000 à 25 000 ans. Alors, celle dans laquelle nous nous trouvons, qui est censée commencer à se terminer, en fait, depuis 200 ans, on la prolonge un petit peu avec le réchauffement dont nous sommes responsables, le réchauffement supplémentaire dont nous sommes responsables. Je suis en train de vous dire qu'il y a un réchauffement naturel et qu'en plus on peut en rajouter. Voilà. Donc alors, comment ça s'est produit? Eh bien, en fait, la banquise, elle s'est concentrée autour du Groenland. Pourquoi? Pour des raisons purement mécaniques, de mécanique planétaire. Il s'est passé
30 millions d'années avant, il s'est passé la même chose en Antarctique. Et c'est comme ça que la calotte antarctique a commencé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une masse continentale au niveau du pôle, et qu'à un moment donné, l'eau de l'océan a pu tourner autour, parce que l'océan est suffisamment profond pour qu'il y ait un courant d'eau qui se mette à tourner autour. Et en tournant autour, ça a complètement isolé thermiquement la partie qui était sur le continent, qui se trouve le pôle, et du coup, comme par définition le pôle il reçoit très peu de chauffage solaire, très peu, et bien du coup, les précipitations ont donné de la neige qui s'est accumulée, qui a donné de la glace, et peu à peu ça a donné la banquise. Et donc, pour l'Antarctique, ça a commencé il y a 3 millions d'années. Et si on regarde chez nous, la banquise, évidemment, occupait l'océan, donc empêcher les fleuves qui sont sur le continent européen, empêcher les fleuves d'évacuer leur eau vers l'océan, puisqu'il y avait la banquise. Et donc cette eau s'accumulait et descendait le long du front glaciaire et descendait donc vers l'ouest. J'ai marqué ici en tireté la limite sud de la plus méridionale qui ait jamais été atteinte par les glaciers. Il y a environ 450 millions, ça maintenant c'est bien connu. Et en blanc très clair, enfin blanchâtre plus clair que le reste là, ça c'est les derniers morceaux de calotte glaciaire à la dernière glaciation, il y avait 1000 ans. Donc là c'était ouvert, et donc là on n'a pas eu le même problème. Mais je reviens à mon évacuation des eaux continentales vers l'océan. Ces eaux continentales, la Vézère, l'Elbe, le Rhin, etc., la Meuse, l'Escaut, tout ça descendent vers ce qui est aujourd'hui la mer du Nord, mais bloqué par la glace, ne pouvait pas s'évacuer parce que, avec le petit trait blanc qui est marqué, qui est surligné, j'ai surligné l'anticlinal du Boulonnais, qui formait un relief d'une centaine de mètres à peu près une centaine de mètres de haut. Et donc, il empêchait l'eau de partir vers l'ouest, car la Manche n'existe pas. Et donc, à un moment donné, l'eau est montée tellement haut que l'eau est passée au-dessus, elle a commencé à découper, et c'est le principe de Niagara, etc. C'est une écluse, découpe d'une écluse. Le détroit du Pas-de-Calais est une écluse qui continue à évoluer, mais c'est une écluse au départ. Et donc, la première fois, le processus est déroulé il y a 450 000 ans, ça a été bien démontré grâce aux reconnaissances qui ont été faites autour du tunnel sous la Manche. Parce que là, on a eu tous les éléments permettant de bien dater, caler, identifier, etc. Ça, c'est très clair. Tout le monde n'est pas encore d'accord, mais il y a un deuxième événement analogue qui a dû se produire il y a 160 ans. Et il y a encore quelques personnes à persuader dessus, mais et depuis, ça continue à évoluer comme ça, c'est tout. Et comme par derrière, l'Afrique continue à pousser, à fermer la Méditerranée, à pousser l'Italie, etc. Donc, du coup, le système étant fixe, étant complètement stable, il n'y a aucune raison que ça change, puisque les mêmes forces sont toujours là pour longtemps. Alors, pour terminer, juste un résumé un petit peu de mémoire des inondations pour revenir sur la région. Donc sur la région, alors ça c'est en grande partie extrait, enfin c'est un résumé plus que succinct de ce que j'ai lu dans le bouquin de Champion. Et la liste, j'ai renoncé à mettre toute la liste. La liste des inondations est très longue, très très longue, et très variable selon les endroits. Et ça mérite une conférence à part tout seul, mais la plaine de la Lys, par exemple, c'est un résumé de l'histoire de France en plus. Parce que les interactions entre les phénomènes naturels et l'histoire de France dans une région qui était constamment divisée politiquement entre tel et tel pouvoir, donc avec des prises de décision et des décisions d'aménagement très variables, eh bien on peut tout retrouver
on peut tout retrouver à la fois dans l'espace et dans les témoignages. Donc, mais ça mériterait carrément à exposer. On a eu hier une conférence sur la variation de la frontière entre la France et la Belgique, donc ça, complètement dans ce que tu évoques là. C'est de simple. Oui. Donc je vous ai remis le mot que j'ai introduit au début, quand même, l'acceptabilité est important. Et donc, pour ma part, voilà moi où j'en suis actuellement. Donc, je résume là ce que je vous ai dit au début. Les eaux océaniques qui se réchauffent, ça augmente l'évaporation, donc ça augmente la teneur en eau de l'atmosphère. Et au contact, je ne répète pas, mais au contact de la goutte froide qui est au-dessus, eh ben, ça peut donner des éléments plus ou moins violents. Les vents d'ouest surchargés d'eau crachent sur le relief, bon, d'où ça donne des pluies intenses, et en plus, la montée du niveau marin de l'autre côté, elle bloque l'évacuation à la mer. Si, dans le schéma d'aménagement à l'échelle régionale, on n'inclut pas l'ensemble des éléments en même temps, on s'en sortira jamais. Puisque chacun des acteurs localement est persuadé que c'est la faute des autres qui sont à l'aval. Donc, ou ceux qui sont à l'aval qui ne prennent pas les moyens pour tout évacuer. Donc, il faut absolument une vision systémique. C'est obligatoire. Et quand même, il faut aller jusqu'au bout. La contribution à l'effet de serre, c'est l'essentiel, puisque la contribution à l'effet de serre, c'est en grande partie la responsable du réchauffement atmosphérique. Du réchauffement atmosphérique et du réchauffement océanique. Donc, même si ça a pris du temps, parce que forcément, ça fait. On a commencé à brûler des hydrocarbures, c'est-à-dire le charbon, d'abord, le bois, bien sûr, mais le bois en donne moins. Et on a donné, en brûlant le charbon, on a commencé, en gros, de façon vraiment industrielle, en gros 200 ans. 200 ans, 250 ans, c'est pas quelques années. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à chauffer, mettre en route des machines thermiques sans en avoir conscience. Et puis, l'autre chose, c'est les terrassements, c'est ce qu'on fait au sol. Le fait de bloquer le sol, de bloquer le sol, de favoriser les ruissellements, de ne pas favoriser, de favoriser la vitesse d'écoulement. Bon, évidemment, c'est ça qui contribue à l'érosion et à la destruction des sols. Donc là-dessus, il faut travailler, on peut absolument travailler. Voilà. Et de façon un peu brutale, je m'arrête là-dessus, parce que quand même, ça c'est un exemple de même entente entre le fonctionnement hydrologique et le paysage et puis l'homme. Merci beaucoup. Excusez-moi, d'habitude, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des questions? On parle de crues centenales, de choses qui normalement, c'est bien des statistiques, c'est pas tout à fait ça, mais bon, de choses qui devraient se produire qu'une fois tous les ans statistiquement. On constate que ça arrive de plus en plus souvent. Est-ce que ça, il ne faudrait pas quand même le modifier? C'est-à-dire pour que dans les plans d'aménagement, on puisse dire la crue qui était centenale, elle ne devient pas centenale, ou les pluies qui étaient centenales ne deviennent pas centenales, mais deviennent tous les 10 ans. La définition des niveaux de crue ne relève pas d'une définition administrative. Le caractère centenal, décennal, etc., c'est uniquement un phénomène statistique. C'est-à-dire qu'on observe la succession des événements et on fait des statistiques dessus et on regarde la distribution de statistiques et c'est les coupures que ça donne. Donc, ce qui est clair là depuis quelques années, c'est que on
constate une tendance à une augmentation de fréquence, mais ça veut dire que la courbe est en train de glisser. Mais pour que la courbe ait une signification, la Météo France fait ses statistiques sur une période glissante de 30 ans. Et donc, dans 30 ans, vous verrez que les moyennes auront bougé. Mais pour l'instant, on ne peut pas décider de les bouger comme ça de façon artificielle. Ça, c'est il y a l'aspect factuel, on ne doute de rien, il ne faut pas chercher à modifier. Et puis après, il y a le traitement. C'est dans le raisonnement, il y a le traitement. Est-ce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure sur le... Non. Bon. Donc j'ai un c'est clair. Est-ce que tous les travaux qui vont avoir lieu, parce qu'on voit que dans le Pas-de-Calais, sur l'inondation, on fait un tas de travaux, des bassins de rétention, est-ce que ça peut être efficace ou c'est pour faire plaisir aux administrateurs? Les deux, mon collègue. En répondant ça, je dis simplement que, par exemple, je vais revenir à un de mes dada parce que je l'ai utilisé beaucoup au début de l'année. Un territoire comme les Mouères, qui est une dépression naturelle parce que c'est l'œil résiduel d'une lagune. À quoi ça sert de payer pour le garder au sec et d'aller construire une méga-bassine à côté? Bon, la seule solution raisonnable, c'est de laisser les Mouères. Il faut y réfléchir sur la façon de faire les bassins. Ça du jour au lendemain. Mais la seule solution raisonnable pour ça, c'est de refaire des Mouères une méga-bassine naturelle avec le problème. Les gens des Mouères connaissent bien. Il ne faut surtout pas. Ça peut permettre de collecter les eaux de ruissellement douces, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de contamination par l'eau marine, parce que sinon, c'est ce que craignent les cultivateurs dans les Gotthard. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'arrivée saline. Voilà, ça ne sert à rien d'aller faire des méga-bassines locales qui vont aller chercher dans la nappe, d'abord, qui n'est pas pérenne à cet endroit-là, dans cette région-là. On est sur un polder. Donc utilisons le polder tel qu'il est, avec ses caractéristiques. Et le jour où les Mouères seront pleines, bon, c'est pas de dire, il y a de l'eau qui va rouler sous les ponts, parce que ça, il y a quand même un sacré volume, quoi. Ah, d'accord. Bon, il y a eu des gens qui ont été, des élus, des politiques, non, c'était pas des politiques qui ont été assez malins pour faire passer la frontière au milieu. Mais, raison de plus pour en faire un projet européen, non? Bon, alors, en vous donnant cet exemple-là, en développant cet exemple-là unique, je ne réponds pas sur les autres, parce qu'effectivement, il y a certains endroits où il y a des travaux qui doivent être des travaux, je ne veux pas dire de complaisance, mais pour faire plaisir aux électeurs, surtout cette année, bon, il y en a qui ont l'oreille sensible quand même, enfin, c'est quelques volontaires qui veulent continuer. Mais à côté de ça, tant qu'il n'y a pas une volonté de compréhension systémique, on n'avancera pas sérieusement. Moi, ce que je crois, là, c'est les travaux des différents syndicats à l'échelle des sages, à l'échelle des bassins versants séparés. Là, oui, là, il y a des choses qui avancent bien. Mais on se rend compte, là, j'ai vu que les membres de la clé du CMCA, la clé, c'est quand même des élus qui sont sensibilisés, puisqu'ils sont là pour gérer le comité local de l'eau. Donc, ils sont quand même sensibilisés. J'ai vu les réticences, les incompréhensions de quelques-uns. On dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a du boulot. Parce qu'en face de ça, le comité de bassin, André Flageolet, maire de Saint-Denis,
industriels de la frite exercent actuellement sur les cultivateurs, et en particulier les vieux éleveurs, les plus sensibles. Pourquoi? Parce que les vieux éleveurs ne voudraient pas prendre leur retraite, l'élevage ne paye plus, ils voudraient prendre leur retraite, certains voudraient l'accélérer, mais personne ne veut reprendre. Parce que l'élevage n'est pas en poupe, surtout avec les menaces du Mercosur, ça va. Je ne mélange pas tout, hein. Mais c'est pour montrer comment c'est imbriqué quand même. L'enjeu du Mercosur, c'est un peu ça, hein. C'est des éleveurs comme ça, des petits éleveurs locaux, là, ils sont morts. Avec un traité comme celui-là, ils sont morts complètement. Donc, ils ne savent pas vendre. Donc, le seul qui peut leur acheter, c'est un industriel belge. Alors, je vous dis tout pourquoi les Belges. Parce que les Belges, ils ont mis en place une politique telle qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus utiliser de nouvelles terres agricoles pour aller planter des tomates. Ils ne peuvent plus. Ils sont au maximum. Donc ils viennent en France. Et tout cultivateur qui est prêt à fourguer du terrain, comme il n'y a rien, on ne regarde pas si le terrain il est en pente ou si le terrain il est en fond de vallée, et le terrain, les pâtures, on les retourne. Si on les retourne, quand c'est en pente, ça va donner prise à l'érosion, ça va réalimenter la sédimentation, et quand c'est en fond de vallée, c'est inondable. Et une année comme ici, les pommes de terre, pas terminé. Donc voilà, là le problème, comment est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident à gérer. Il faut absolument, c'est pour ça qu'on fait des actions comme ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut absolument développer la culture scientifique de base de l'usager. C'est pas normal que des gens qui s'installent dans une zone inondable, on se pète contre la pluie parce qu'il pleut, parce que ça s'inonde, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont des trucs ultra modernes sur leur téléphone et ils ne sont pas capables de savoir ça. Il faut se ressaisir un peu quand même. Didier va dire que je fais de plus en plus rêve, mais c'est vrai. Le micro. Fini? Plus de questions? Bon, et bien on te remercie. Alors,